Un chéri renversé, une insulte chuchotée, et un scandale que personne n'a vu venir. Bienvenue sur Vérités Obscures, je suis votre hôte Louis. Tapez dans les commentaires, d'où nous rejoignez-vous aujourd'hui? Vos commentaires ajoutent quelque chose de spécial à chaque histoire. Plongeons dans le vif du sujet. Le soleil filtrait délicatement à travers les rideaux de dentelle des fenêtres du salon de The Grange, une maison géorgienne drapée de lierre, nichée au bord de Saint-Edwige-Eslan. C'était un mardi de fin juin, suffisamment chaud pour faire fleurir les roses et attirer les guêpes autour des sucriers. À l'intérieur, le déjeuner des veuves battait son plein. Il avait commencé, comme c'est souvent le cas dans le village de Manchester, par un acte de générosité. Madame Lavinia Crampton riche, récemment endeuillée et déterminée à se montrer charitable, avait invité 8 veuves les plus démunies du village à un déjeuner raffiné pour remonter le moral et favoriser la camaraderie. En réalité, cet événement relevait à la fois de la compassion et du positionnement social. Madame Crampton appréciait d'être perçue comme une femme généreuse, et elle appréciait encore plus l'effet de ses décisions sur le petit village, tel un galet jeté dans un étang. Miss Marple n'avait pas été invitée. Bien sûr, elle n'était ni veuve, ni particulièrement pauvre, mais elle avait néanmoins été discrètement assise dans un coin, appelée à aider Miss Georgina Webb, la cousine âgée de Madame Crampton, dont l'ouïe et la mémoire, encore plus fragiles, avaient besoin d'être guidées. Pauvre créature, disait Madame Crampton, la voix légèrement plus haute que le léger cliquetis des couverts et le bruissement des serviettes amidonnées. Ça doit être des années terribles de solitude, sans personne pour tailler là et ou aller chercher une bouilloire sur l'étagère du haut. Les femmes autour de la table répondirent par des sourires cassants, leurs expressions oscillant entre gratitude et ressentiment. Madame Edgecombe, une femme décharnée en robe gris foncé, se pencha vers Madame Rosalind Parker, une veuve plus jeune aux cheveux prématurément argentés et à la mâchoire fière. « Eh bien, murmura-t-elle, Lavinia a à peine fini son deuil, et pourtant elle organise une fête. Un peu vite en besogne, à mon avis. » Miss Marple, assise tranquillement derrière une fougère et aidant Miss Webb avec sa cuillère, ne fait aucun commentaire. Son regard bleu était attentif, ne perdant rien. Le déjeuner continue. La mousse de jambon froid et d'asperges fut suivie d'une tarte aux groseilles à la crème caillée. La conversation se détendit un peu après l'apparition d'une carafe de sherry, et les limites de la civilité s'effilochèrent légèrement. « Je n'ai jamais fait confiance à cet homme, » murmura Madame Finkley en s'essuyant les lèvres. Crampton avait toujours trop de raisons de rentrer tard. « En effet, » murmura une autre. « Et son veuvage soudain, eh bien, certains disaient que c'était une bénédiction. » Puis vint le cri. Il brise le silence chaleureux du salon. Une femme de chambre fit irruption dans le hall, le visage pâle et le tablier taché. C'est Madame Parker. Elle s'est effondrée dans le jardin. Les chaises raclèrent, les jupes bruissent et des pas se précipitent sur le carrelage. Miss Marple fut la dernière à se lever, pressant doucement l'épaule de Miss Webb avant de franchir la porte-fenêtre pour entrer dans le jardin. Rosalind Parker gisait, recroquevillée, sur l'allée d'allée, près de la bordure herbacée. Sa tasse de thé, brisée à côté d'elle, exhalait un léger parfum de bergamote. Son visage était étrangement immobile. Un léger frisson d'inquiétude parcourut l'assemblée. Les lèvres de Madame Crampton tremblèrent. « Allez chercher le docteur Bellamy, » ordonna-t-elle à la servante. Vite, Miss Marple s'agenouilla silencieusement près du corps, une main gantée effleurant l'anse de la tasse brisée. Son visage ne trahissait rien, si ce n'est une lueur dans ses yeux, une observation déjà en gestation, aussi délicate et dangereuse que l'odeur de digital qui flottait dans les parterres de fleurs. Le village de Manchester avait une façon particulière de gérer la tragédie, une panique silencieuse enveloppée de respectabilité. Avant même que la voiture du docteur Bellamy n'ait foulé le chemin de gravier menant à T-Grange, la nouvelle de l'évanouissement de Rosalind Parker s'était déjà répandue dans le cimetière, chez le boucher et par la fenêtre du salon de la receveuse de poste. Lorsqu'il fut introduit à l'intérieur,
Les habitants tiraient déjà des conclusions avec la certitude de ceux qui n'avaient jamais vu le corps ni parlé à qui que ce soit. Elle avait toujours l'air maussade. Ce genre de mort ne dure pas, murmura Madame Gilles derrière le comptoir de la boulangerie. Eh bien, la mort de Bertie n'était pas naturelle, n'est-ce pas? Répondit M. Chiswick, un avocat à la retraite sans réelle connaissance du dossier. Accident de bateau, mais ils n'ont jamais retrouvé la rame, n'est-ce pas? Dans le salon de Tégrange, l'atmosphère était devenue lourde de silence, comme une vapeur suspendue dans une cuisine fermée. Les veuves avaient été doucement rassemblées dans des chaises à haut dossier, chacune tenant une tasse de thé fraîche qu'elle n'avait aucune envie de boire. Madame Crampton, exaspérée, se tamponna la tempe avec un mouchoir imprégné d'huile de lavande. L'odeur fait tressaillir le nez de Mademoiselle Marple. Celle-ci était assise tranquillement dans un petit fauteuil près de la cheminée, ses aiguilles à tricoter suspendues en l'air. Ses aiguilles ne claquaient pas. Son regard, en revanche, était vif et actif. Le docteur Bellamy venait de rentrer du jardin, accompagné de M. Finch, l'agent de police local. Les deux hommes parlèrent à voix basse près de la porte, bien que le froncement de sourcils du docteur Bellamy et ses regards incessants vers la fenêtre laissent deviner plus qu'une simple inquiétude. Madame Crampton, retrouvant un peu de sang-froid, se leva, la voix tremblante. « Docteur, s'il vous plaît, dites quelque chose. Est-ce bien le cas ?» Le docteur Bellamy hésita avant de répondre. « J'ai bien peur que Madame Parker soit morte. » Un halètement parcourt la pièce. Mademoiselle Edgecombe serrait sa soucoupe à thé, comme si elle pouvait la rattacher au monde. Madame Finckley laissa échapper un sanglot sec, bien qu'elle n'ait jamais particulièrement apprécié Rosalyn. « Que ?» demanda vaguement Mademoiselle Webb en scrutant le jardin. « Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, » répondit le docteur Bellamy, les yeux légèrement plissés. Elle était en bonne santé, à ma connaissance. C'était soudain, très soudain. L'agent Finch s'éclaircit la gorge. Un homme corpulent, amateur d'oignons marinés et peu doué pour la déduction, sortit un petit carnet de son manteau. « Bien, je ferais mieux de vous poser quelques questions, si cela ne vous dérange pas. Mademoiselle Marple, je suppose que vous étiez présente au déjeuner? » Molly Marple inclina la tête. « Oui, agent, j'étais là avec Mademoiselle Webb. Nous étions assises près de la fenêtre. Je crois avoir vu Madame Parker se lever pour prendre l'air. Elle semblait un peu rouge après le dessert, ajouta Madame Finckley, impatiente de contribuer. Il disait que le soleil était trop chaud, et que les groseilles à maquereau ne plaisaient pas. Elle buvait du thé, ajouta Madame Edgecombe. Du Earl Grey, je crois. Lavinia sortait du pot. Madame Crampton, surprise, cligna des yeux. J'ai servi le thé moi-même. Je vous assure qu'il n'y avait rien de mal. Nous avons tous bu. Bon, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Bien sûr que non, madame, dit Finch en griffonnant une note. Pourtant, je dois demander. Quelqu'un l'a-t-il vu toucher à quoi que ce soit? Ajouter du sucre ou du citron? On ne lui a pas proposé de citron, dit Miss Marple doucement. Seulement des morceaux de sucre, dans un bol en argent. Finch se tourna vers la servante, Jenny, une jeune fille timide de 17 ans à peine qui pleurait doucement dans le couloir. « Et vous avez tout servi ?» Jenny renifla. « Oui, monsieur. J'ai disposé les tasses de thé et la mousse. Mais je n'ai pas touché au sucre. Ce bol est toujours sur le buffet. Il est là depuis des années. Où est-il maintenant ?» demanda le docteur Bellamy. Tous se retournèrent comme un seul homme. Miss Marple se leva doucement et se dirigea vers le buffet. Le bol en argent était à sa place habituelle, à moitié rempli de cubes soigneusement coupés. Une petite pince à sucre était posée à côté. Miss Marple le fixa un instant, la tête légèrement penchée. Puis elle se tourna vers Finch. « Si je puis me permettre, constable, il serait peut-être judicieux de demander si Madame Parker n'avait pas d'ennemis. » Il y eut un silence surpris. « Des ennemis ?» répéta Madame Crampton. « À Manchester, ma chère Miss Marple, on n'est pas vraiment dans l'East End. » Mais les mots restaient suspendus, maladroitement.
Car si Manchester n'était pas un foyer de criminalité, il était, comme tout village, riche de griefs vieux de plusieurs décennies, de querelles silencieuses, d'égos meurtris et de secrets connus mais jamais exprimés. Le Dr Bellamy poussa un léger soupir. Ne spécule pas pour l'instant. Je vais devoir faire une autopsie. Serait-ce nécessaire, docteur? Demanda Madame Crompton, la voix plus aiguë qu'auparavant. Il s'agissait sûrement d'une chaleur naturelle, d'émotion, peut-être d'épuisement. Bellamy la regarda droit dans les yeux. C'est inhabituel. Les morts subites incitent à la prudence. Miss Marple s'assit de nouveau, son tricot intact sur ses genoux. Elle observa Madame Crompton un instant de trop, puis reporta son regard sur les autres veuves. Chacune était assise différemment Edgecombe, droite et rigide, Finckley recroquevillée sur elle-même, Miss Webb somnole légèrement. Ce fut Madame Harkwell, une veuve plutôt bavarde connue pour ses chapeaux à fleurs, qui rompit enfin le silence. « Vous savez, dit-elle en remuant son thé d'une main tremblante, Rosalind était d'une humeur étrange ces dernières semaines. Elle restait seule, refusait les invitations. Elle avait même cessé de venir au cercle de couture de l'église. Elle disait avoir des lettres, marmonnant Edgecombe. Elle regardait sans cesse par-dessus son épaule comme si quelqu'un l'observait. Madame Crompton fronça les sourcils. « Je n'en savais rien. Elle n'était pas du genre à le montrer, dit doucement Miss Marple. Mais elle dégageait une certaine fierté. Je me souviens qu'elle avait un jour refusé de la déposer chez le médecin, car elle ne voulait pas qu'on la croie malade. Dans un village comme celui-ci, la force est une armure. » Il y eut un long silence. L'agent Finch referma son carnet d'un coup section. En attendant les nouvelles du coroner, je vais considérer cela comme inexpliqué. Je demanderai que personne ne quitte le village et que rien du déjeuner ne soit jeté. La salle s'agita tandis que les chaises raclent à nouveau. Les femmes se ressaisirent lentement, murmurant des adieux discrets en sortant de la grange comme des oiseaux hébétés après un orage. Miss Marple s'attarda, aidant Miss Webb à enfiler son châle. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Miss Marple s'arrêta de nouveau près du sucrier. Son regard se perdit dans les moindres détails, une légère tache sur la pince en argent, ni tout à fait une empreinte digitale, ni tout à fait de la poussière, et un morceau de sucre légèrement plus anguleux que les autres, comme s'il avait été façonné par une main moins experte. Elle ne dit rien, se contenta de redresser ses pinces et de se détourner. Dehors, le ciel commençait à se couvrir. Les roses, si gaies tout à l'heure, s'affaissent maintenant sous la brise changeante. Miss Marple marchait lentement, le bras passé sous celui de Miss Webb, le pas mesuré. Un autre décès à Manchester. Une veuve tombée lors d'un déjeuner censé apporter du réconfort. Et maintenant, dans les recoins silencieux des chaumières et sur les bancs ombragés de l'église, des murmures allaient commencer. Mais Miss Marple ne murmurait pas. Elle réfléchissait, pensa profondément. Il y avait quelque chose dans le regard de Rosalind Parker lorsqu'elle avait quitté le salon avant de s'effondrer, une expression de réalisation, presque de reconnaissance, comme si elle avait vu quelque chose, ou quelqu'un, qu'elle n'aurait pas imaginé. Cela valait la peine d'y réfléchir. Et tandis que le village réagissait avec son mélange habituel d'horreur, de ragots et de spéculation, Miss Marple rajusta simplement ses gants et rentra chez elle au presbytère. Bientôt, quelqu'un en dirait trop, ou beaucoup trop peu. Manchester n'était pas un grand village, mais il y avait plus d'opinion que d'habitants. Et lorsqu'une mort aussi sinistre, surtout soudaine, frappait l'un des siens, les ruelles pavées, les toits de chaume et les parsemés de roses semblaient vibrer de spéculation. Le lendemain, en milieu de matinée, la mort de Madame Rosalind Parker avait donné lieu à une douzaine d'histoires, toutes plus élaborées les unes que les autres. Certains disaient qu'elle s'était évanouie de chagrin et s'était cogné la tête contre un pavé. D'autres murmuraient une piqûre d'abeille rare et une réaction allergique mortelle. D'autres encore, le poison le plus audacieux, sur le ton même qu'il réserve au péché et au scandale. Le cœur de cette rumeur n'était autre que le magasin Général Gilding,
où les produits secs n'étaient surpassés en nombre que par les langues discordantes. Les allées étroites et les étagères poussiéreuses témoignent d'un concert d'insinuations mené par Madame Mabel Crouch, dont l'ouïe était aussi fine que ses opinions étaient arrêtées. « Je l'ai dit hier, et je le redis », déclara-t-elle à la laitière et à un épagneul désintéressé attaché aux porte-parapluies. Rosalyn avait l'air d'une femme portant quelque chose de lourd. Pas des colis ni des secrets. Elle était très silencieuse à l'église dimanche dernier, expliqua Madame Dillinger, feuilletant un magazine avec une désinvolture peu convaincante. Elle refusait même de chanter le cantique de clôture. Elle aimait toujours une bonne harmonie d'alto. « Culpabilité, dit Mabel en hochant la tête solennellement. Ou peur. L'une des deux. Croyez-moi. » Pendant ce temps, dans le jardin du presbytère, Miss Marple taillait ses rosiers avec un soin méthodique. Ce n'était pas son passe-temps insensé, rien de ce que faisait Jane Marple n'était jamais vraiment oisif. Elle coupa, examina les feuilles à la recherche de flétrissures et réfléchit. Elle pensa au déjeuner, aux mains pâles de Madame Parker serrant la tasse en porcelaine, au sucrier, à l'angle de son effondrement, et surtout, au fait que personne ne semblait vraiment surpris. Les gens étaient en deuil, certes, mais ils le faisaient comme s'ils s'attendaient depuis longtemps à ce que quelque chose tourne mal. Miss Marple avait déjà constaté cela chez des veuves de guerre qui savaient que la mort de leur mari avait été précipitée par leur propre courage téméraire, ou chez des familles qui savaient que la bouteille finirait par l'emporter. Elle s'arrêta pour inspecter un puceron tenace. Au même instant, entendit des pas légers et vifs sur le gravier. C'était l'inspecteur Rowntree qui venait d'arriver du poste de police. Un homme mince, aux cheveux gris et aux chaussures toujours étrangement cirées, avait un penchant pour l'ordre et une appréciation limitée de l'implication de Miss Marple dans les affaires du village. Pourtant, il avait appris à ne pas la sous-estimer. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il en soulevant son chapeau avec une raideur polie. « Inspecteur, faites attention aux pétunias. » Il baissa les yeux, se dirigea vers l'allée d'allée et fit un bref signe de tête. « Je ferais mieux de descendre moi-même. L'autopsie est arrivée tôt ce matin. » Miss Marple haussa un sourcil et attendit, un sécateur à la main. « Digital, » dit-il sèchement. « Dose concentrée, prise par voie orale. Action rapide, mortelle en quelques minutes. » Miss Marple inclina la tête. « Ah, digital. Il y en a plusieurs en fleurs derrière la maison d'été de Madame Crampton. Assez commune par ici, bien sûr. »« Pas commune dans une tasse à thé, » répondit Rowntree. « Nous avons fait tester la tasse. Le bord intérieur contenait des traces de résidus. Quelqu'un l'a glissé dedans, sans doute en versant ou en préparant. Pourtant, nous avons tous bu dans le même pot, » murmura Miss Marple. « Donc, soit la dose était dans la tasse elle-même, soit dans un morceau de sucre. » L'inspecteur cligna des yeux. « Du sucre? On peut évider les morceaux de sucre, vous savez, puis les remplir et les sceller. J'ai lu un article plutôt astucieux dans The Lady. » Rowntree fronça les sourcils. « Eh bien, le sucrier a été amené pour être testé. Pourtant, ça limite les choses. Celui qui a fait ça avait soit accès au service à thé, soit savait précisément où Rosalyn allait s'asseoir. » Miss Marple lui lança un regard mesuré. « Vous pensez donc qu'elle était visée? Pas d'erreur. Moi si, dit-il d'un ton sombre. Et je pense que quelqu'un dans cette pièce souhaitait ardemment sa mort. » Cet après-midi-là, sous la direction de l'inspecteur Rowntree, l'agent Finch entreprit la tâche peu enviable d'interroger tous les participants au déjeuner. Les veuves furent appelées une par une dans la petite salle attenante à la sacristie de l'église, un terrain neutre, avait insisté Rowntree. La plupart arrivèrent, l'air plus indigné que peiné. Madame Edgecombe fut la première. Elle s'assit, raide sur la chaise en bois, les lèvres pincées et les yeux perçants. « Non, je ne lui ai pas parlé avant le thé. Nous ne sommes plus vraiment d'accord depuis l'incident de la salle paroissiale de Pâques dernier. » « De quel incident s'agit, Madame Edgecombe? » Elle l'accusa d'avoir remplacé sa génoise par une génoise achetée en magasin pendant la vente de pâtisserie. Idée ridicule.
Tout le monde sait que je fais ma crème au citron moi-même. Roundtree Grafana, SCS Notes. Étiez-vous au courant d'autres tensions? Des ennemis? Edgecombe Renafla. Enfin, je ne dirais pas ça, mais il y avait des rumeurs. Quelles rumeurs? Elle se pencha. Elle et Madame Crampton s'étaient disputées au sujet du testament de feu Monsieur Crampton. On murmurait que Rosalind savait des choses sur sa situation financière. Peut-être trop. Pressée de questions, elle ne proposa guère plus de substance. Mais le sous-entendu persistait. Vint ensuite Madame Finkley, dont les yeux rougis trahissaient peut-être un chagrin sincère ou simplement une bonne comédie. Elle a toujours été gentille avec moi, dit-elle d'une voix tremblante. Mais ces derniers temps, eh bien, elle semblait troublée. Trouble comment? Elle avait pris l'habitude de se promener seule près de la vieille carrière. Elle disait que cela l'aidait à réfléchir. Mais ce n'est pas un endroit pour une femme seule, inspecteur. Pas avec les gitans qui passent par là. Elle n'avait jamais dit ce qui la tracassait. Finchley hésita. Seulement que quelqu'un lui avait écrit. Des lettres, dit-elle. Des plumes empoisonnées anonymes, les appelait elle. Le regard de Roundtree, Guisa. Les a-t-elle gardées? L.S. Brules, Chichota Finchley. Elle a dit qu'elle ne laisserait personne dicter sa vie. Lorsque Madame Crampton est arrivée, escortée de sa cousine Georgina, elle était pâle mais posée. Elle répondait à chaque question avec une efficacité cinglante. Rosalind et moi avions nos différends, comme c'est parfois le cas chez les femmes. Elle détestait la charité, disait qu'elle la plaignait. Mais je voulais aider. Étiez-vous au courant d'une quelconque inimitié entre elle et votre défunt mari? Un éclair passa sur son visage. S'il y en avait une, il n'en aurait jamais parlé. Mon mari était un homme réservé. Roundtree hocha la tête. Une dernière question, madame. Qui a servi le thé de Rosalind? Madame Crampton hésita un instant de trop. Je crois que oui. Oui, j'ai rempli chaque tasse moi-même. En partant, mademoiselle Marple, qui s'était discrètement assise dans un coin au fond de la sacristie, se leva et s'approcha de l'inspecteur. Elle hésita, dit-elle doucement. Et Remarway. Et il n'y eut aucune mention du sucre, ajouta mademoiselle Marple. Ce qui suggère qu'elle ne s'en souvient pas ou qu'elle ne veut pas s'en souvenir. Rowntree hocha la tête. Et si le sucre était empoisonné, elle l'avait peut-être donné à Rosalind sans s'en rendre compte. Ou peut-être s'en était-elle rendu compte, dit Miss Marple en joignant les mains. Ou quelqu'un lui avait fait croire le contraire. La journée s'achevait avec plus de questions que de réponses. Mais dans les salons de Manchester, les murmures s'intensifient. Madame Crampton est devenue suspecte. Pas ouvertement, bien sûr, mais avec la délicatesse du venin villageois. Trop généreuse, trop osée, trop tôt après la mort de son mari pour recevoir des déjeuners, dit une voix. Rosalind savait quelque chose. C'est ce qui l'a tué, dit une autre. Et seule dans son salon, Miss Marple était assise sous sa lampe, tricotant de temps en temps, bien que son esprit fût à des kilomètres. Il y avait des secrets au cœur de ce village tranquille. Quelqu'un avait trafiqué le sucre, le thé, la confiance. Mais Miss Marple savait par expérience que la nature humaine, ses jalousies, ses vanités, son désir de vengeance n'était jamais accidentel. C'était délibéré, toujours. Et quelque part, au milieu de toute cette porcelaine et de ces condoléances, se cachait une vérité bien plus amère que la digitale. Le tout serait de la découvrir avant que quelqu'un d'autre ne la réduise définitivement au silence. 2 jours s'étaient écoulés depuis le déjeuner de la veuve, et le village de Manchester était plongé dans une étrange tourmente, point rythme de mi-deuil, suspense mi-théâtral. Les bavardages habituels sur la météo, les concours de confiture et l'arthrite du teckel de Madame Sim avaient laissé place à des regards entendus et à des voix basses. Malgré ses jardinières et ses hochements de tête polis, Manchester était désormais un lieu bouillonnant sous la surface, comme s'il et elle-même retenaient leur souffle. Au cœur du malaise se tenait Lavinia Crampton. La suspicion s'était installée sur elle comme la brume matinale sur les dunes, doucement, silencieusement et entièrement. Elle portait toujours un élégant lavande,
parlait toujours avec une clarté raffinée, mais il y avait maintenant une raideur dans sa posture et une prudence dans sa voix qui n'étaient pas présentes auparavant. Le jeudi matin, elle est convoquée à la gare à la sortie du village, un ancien bureau de chemin de fer au plancher grinçant et aux fenêtres qui tremblaient lorsque la brise se levait. L'inspecteur Rowntree était assis derrière son bureau, une tasse de thé à moitié pleine fumante à côté de lui. Miss Marple, par une invitation subtile et une compréhension tacite, avait été autorisée à observer tranquillement, bien sûr depuis une chaise d'angle proche, sous prétexte de prendre des notes. Elle se remit à tricoter, ses aiguilles travaillant à un rythme mesuré, presque musical. Madame Crampton, commença Rowntree en joignant les mains, « J'apprécie votre venue. Je ne vous retiendrai pas longtemps. »« J'espère bien que non, » répondit-elle froidement. « Il y a le comité de la Guilde des Fleurs à 10 heures, et ils attendent que j'ouvre la réunion. » Rowntree afficha un sourire professionnel. « Il sera direct. » Nous avons appris que Madame Parker a été empoisonnée à la digitaline concentrée et probablement ingérée par son thé. Oui, on me l'a déjà dit. Terrible. C'est vous qui avez servi le thé. Moi. Sa voix était calme, mais ses mains serraient son sac à main plus fort. Et le sucre? Elle hésita de nouveau. Je crois que Rosalind s'en est servi. Je ne me souviens certainement pas lui avoir tendu un cube. Rowntree hocha la tête. Vous comprenez? Bien sûr, ce que cela donne. Vous avez organisé le déjeuner. Vous avez servi les boissons. Vous avez été la dernière personne connue à toucher la coupe. Les narines de Lavinia se dilatèrent légèrement. Insinuez-vous que je l'ai assassiné, inspecteur? Non, madame. Je suggère que nous soyons obligés d'envisager toutes les possibilités. Un silence regna. Du coin de la pièce, la voix de Miss Marple flotta doucement. Vous l'aimiez, Madame Crampton? Lavinia se retourna brusquement. Pardon? Je me le demande. C'était une femme difficile, pour certains. Fière, réservée. Mais il y a souvent plus que ce que les apparences laissent entendre. Lavinia baissa les yeux sur ses genoux. Rosalind et moi étions des connaissances. Pas des amis. Il était difficile de se lier d'amitié avec elle. Toujours prudente. Mais j'avais de la peine pour elle. Elle a perdu son mari dans des circonstances tragiques, et elle ne s'en est jamais vraiment remise. Je l'ai invitée par gentillesse, rien de plus. D'autres disent qu'il y a eu un désaccord, ajouta Rowntree. À propos des affaires de votre défunt mari. Elle releva brusquement la tête. Des rumeurs. Le genre de choses auxquelles les esprits bornés s'accrochent. Mon mari a investi dans des projets locaux, certes, et a parfois accordé des prêts à des voisins. Rosalind a un jour demandé de l'aide. Un prêt qu'elle n'a jamais remboursé. Rowntree haussa un sourcil. Cela a-t-il créé des tensions? J'ai laissé tomber, dit-elle d'une voix tendue. Ça ne valait pas la peine de continuer. À moins que, dit doucement Miss Marple, vous ne pensiez qu'elle profitait du déjeuner pour faire une scène. Peut-être révéler quelque chose. Lavinia la regarda droit dans les yeux. Je ne réponds pas au chantage, Miss Marple. Et elle n'en a pas fait l'effort. Miss Marple reprit son tricot, comme si le sujet était clos. Pourtant, même lorsque Lavinia se leva et fut escortée hors de la pièce, l'atmosphère ne s'éclaircit pas. Au contraire, elle devient plus pesante. Elle ment, dit Rowntree sans détour une fois partie. Elle se cache, répliqua Miss Marple. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Rowntree fronça les sourcils. Vous pensez qu'elle ne l'a pas fait? Je pense qu'elle n'en avait peut-être pas besoin. Plus tard dans la journée, l'inspecteur visita le cottage de Madame Parker sur Orenland, accompagné de Mademoiselle Marple. C'était une demeure modeste, nichée entre des haies, avec des volets bleus et un jardin bien entretenu. À l'intérieur, tout était même ordonné et méticuleux. Un apron en dentelle sous chaque vase, les coussins des fauteuils parfaitement moelleux. Mais c'est le bureau dans le coin qui attira l'attention de Mademoiselle Marple. Main suivante, dit-elle doucement en feuilletant le papier à lettres. Mais pas de lettres, pas de correspondance exposée. On s'attendait à mieux, de la part de quelqu'un qui écrivait tous les jours à la Guilde des femmes. Rowntree ouvrit un tiroir. Vide. Un autre.
Des reçus, des factures de services publics, quelques lettres de l'avocat de son défunt mari, banales, ennuyeuses. Mais dans le dernier tiroir, tout au fond, se trouvait un petit bloc-notes. Des pages déchirées. Une seule feuille restante. Mademoiselle Marple pencha la tête. Elle déchira quelque chose. Récemment. Rowntree l'examina. Vous pensez que c'était une de ces lettres à la plume empoisonnée? Peut-être. Ou un brouillon. Elle écrivait quelque chose. Et le cachait. De l'autre côté de la fenêtre, les nuages recommencèrent à s'amonceler. La pluie s'annonçait. Plus tard dans la soirée, alors que le crépuscule tombait sur Milchester, une nouvelle rumeur circula parmi les villageois, non pas de la gare, mais de l'épicier. Le jeune Martin Jennings, livreur de légumes à vélo, prétendit avoir vu Madame Crampton 2 jours avant le déjeuner, debout dans la cour de l'apothicaire, en train de se disputer avec quelqu'un. C'était une vraie hargne, disait-il à qui voulait l'entendre. Elle criait sur un homme. Pas du village. On aurait dit un notaire, ou peut-être un de ses prêteurs. Pourquoi crie-t-elle à propos d'argent si elle est si riche? Demanda un auditeur curieux. Exactement, dit un autre. C'est une comédie. Elle a quelque chose à cacher. L'idée fait son chemin. À la tombée de la nuit, il était largement admis que Lavinia Crampton avait des secrets d'ordre financier. Et si Rosalind Parker les avait connus, avait menacé de les révéler, il n'était pas difficile de boucler la chaîne. Mais dans son salon, Miss Marple n'était pas si prompte à juger. Elle avait connu des femmes comme Lavinia Crampton. Des femmes élevées pour garder la face avant tout. Des femmes qui gardaient rancune plus discrètement que les hommes, et avec plus d'endurance. Pourtant, quelque chose dans cette affaire restait étrangement formé, comme une pièce de puzzle qui aurait dû s'emboîter, mais qui ne se mettait pas tout à fait en place. Elle pensa au sucrier, aux morceaux maladroitement coupés, à l'hésitation de Lavinia. Et puis, elle pensa au silence entourant le défunt mari de Madame Parker. Un accident de bateau, avait-on dit. Mais quelqu'un avait-il vraiment demandé qui était dans le bateau? À Manchester, le passé était souvent enfoui sous les tables à thé et les garden parties, mais il ne restait jamais enterré longtemps. La vérité, Miss Marple le savait, résidait rarement dans les voies les plus fortes. Elle était dans les petites choses, une lettre manquante, une dette à moitié oubliée, une tasse de thé offerte sans sucre jusqu'à ce que quelqu'un insiste. Elle se leva de sa chaise, ferma son nécessaire à tricoter et regarda par la fenêtre les ombres silencieuses qui rampaient le long de Wrenland. Il y avait encore d'autres questions à poser, et d'autres mensonges à démêler. Le lendemain matin, une pluie régulière tombait sur Manchester, lavant la poussière des allées du jardin et ruisselant doucement des coins des toits à pignons. Cela donnait au village une atmosphère feutrée, comme si la nature elle-même avait choisi de pleurer aux côtés de ceux qui murmuraient encore la mort de Rosalind Parker. Mais pour Miss Marple, c'était une pluie purificatrice, qui chassait les distractions et éclairait les détails cachés. Elle se tenait à la fenêtre de sa cuisine avec une tasse d'eau chaude et du citron, son rafraîchissement matinal préféré, car elle ne faisait jamais entièrement confiance au thé du petit déjeuner et regardait les ruisseaux serpenter le long de la vitre. Dans sa tête, elle repensait au déjeuner. Une fois de plus, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le sucre. Oui, mais pas seulement le sucre lui-même. Le fait de sucrer le thé. Un moment si infime, si banal, qu'il était presque invisible. Jusqu'à ce qu'elle se souvienne de la main de Rosalind. Elle avait tremblé. Juste légèrement. Juste assez pour faire teinter la cuillère contre le bord de sa tasse. C'était le moment. Rosalind avait ajouté du sucre, Miss Marple en était certaine, mais le geste avait été maladroit. Pas comme une buveuse de thé habituelle. Plus hésitant, comme si elle n'avait pas l'habitude de sucrer son thé. Posant sa tasse, Miss Marple se dirigea vers son bureau et ouvrit son petit carnet de village relié en cuir, une habitude qu'elle avait prise des années auparavant pour noter les horaires des cercles de couture, plus tard, les subtilités du comportement humain. Sous l'onglet marqué P, elle trouva ce qu'elle cherchait. Parker, Rosalind, assiste régulièrement à la messe du dimanche. Reste seule.
préfère les tisanes, voir la réunion de la guilde des femmes remarquée sur la force de la Sam. Pas de sucre. Pas de sucre. Alors pourquoi en avait-elle ajouté au déjeuner? Miss Marple Pinka, less levrous. On change rarement ses habitudes avec l'âge sans raison, et certainement pas par cérémonie. Cela signifiait deux choses, soit Rosalind s'était vu offrir le sucre directement et avait insisté pour le prendre, peut-être par politesse, soit elle avait été manipulée pour le prendre. Dans les deux cas, c'était significatif. Elle traversa les rues humides jusqu'au presbytère, où Millis, l'épouse du révérend Pembroke, l'accueillit avec une curiosité prévisible et une théière fraîche. Oh oui, dit Millis après que Miss Marple eut gentiment demandé à Madame Parker ce qu'elle préférait. Elle ne prenait jamais de sucre. J'ai toujours dit que ça gâchait le goût des feuilles. Vous auriez dû la voir sermonner la pauvre Attibel une fois pour avoir ajouté 2 morceaux de sucre à son thé vert. Autant boire du sirop, dit-elle. Miss Marple hocha la tête pensivement. Et pourtant, elle avait sucré son thé et au déjeuner. Millis cligna des yeux. Vraiment? Je suppose que je n'étais pas très attentive, mais j'imagine que quelqu'un avait dû en proposer. Ou peut-être était-elle troublée et l'a-t-elle ajouté par erreur. Non, dit Miss Marple doucement. Elle était trop délibérée. Elle utilisa la pince. Millis pencha la tête. Maintenant que vous le dites, je me souviens que Lavinia Crampton avait demandé si quelqu'un voulait du sucre. J'ai trouvé ça bizarre, car elle ne fait pas d'histoire d'habitude. Rosalind ne répondit pas immédiatement. Puis, au bout d'un moment, elle tendit la main vers le sucre. Presque comme si elle allait bien, comme si on lui avait fait sentir qu'elle devait le faire. L'instant resta suspendu entre elles. Dehors, la pluie s'était calmée et se transforma en brume. À midi, Miss Marple était de nouveau passée à la grange. C'était une décision inhabituelle. Miss Marple appelait rarement à l'improviste, mais cette fois, elle avait raison. Madame Crampton l'accueillit dans le couloir avec un sourire cassant et un air d'hospitalité réticente. « Miss Marple, je ne suis pas sûr d'avoir des invités, mais entrez si vous le devez. »« Je ne resterai pas longtemps, » dit Miss Marple d'un ton léger. « Je me demandais si vous aviez encore les couverts du déjeuner. »« Juste une curiosité. » Lavinia hésita. « Je crois que Jenny, la femme de chambre, les a rangés hier. Pourquoi vous demandez-vous cela? »« Oh, j'admire simplement votre porcelaine. Les petites violettes sur le bord, si délicates. » Lavinia cligna des yeux, prise au dépourvu. « Ah, eh bien, oui, elle fait partie du service au linguiste. Assez ancienne. Puis-je la voir? » Un instant, elle sembla sur le point de refuser, mais Lavinia hocha la tête avec raideur. « Très bien. Jenny. » Dans l'arrière-cuisine, la femme de chambre récupéra la boîte en bois contenant la porcelaine du déjeuner. Miss Marple examina les tasses attentivement, une par une. La plupart étaient identiques, en porcelaine fine, dorée. Mais une tasse, légèrement plus fine au bord, une légère fissure près de l'anse, était subtilement différente. Celle-ci, dit Miss Marple. Elle ne fait pas partie du service, n'est-ce pas? Lavinia le fixa. Je suppose que non. Peut-être qu'elle a été mélangée avec le service des invités. Miss Marple la posa doucement. Rosalind but dans cette tasse, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Jenny les sert. Jenny se tortilla, mal à l'aise. J'ai sorti les tasses, madame. Mais vous avez servi le thé. La voilà de nouveau. L'hésitation. Miss Marple n'insista pas. Elle se contenta de les remercier toutes les deux et partit, la brise humide tirant doucement sur le bas de son manteau. En fin d'après-midi, elle était de retour dans son salon, passant en revue ses conclusions avec l'inspecteur Rowntree, arrivé à son habitude ponctuelle, sans sourire, et prêt à écouter avec le scepticisme d'un homme formé à la procédure plutôt qu'à l'instinct. Elle but dans la seule tasse dépareillée, expliqua Miss Marple. On la remarque à peine, mais elle est plus légère, plus fine et juste légèrement défectueuse. Rowntree franca less sourcils. Ce qui veut dire quoi? Ce qui signifie qu'elle aurait pu être marquée. Volontairement. Pour le sucre empoisonné. Ou peut-être était-ce simplement le moyen le plus simple de s'assurer de la bonne cible. Rowntree réfléchit.
Et cela ne passa pas inaperçu, car Lavinia servit le thé, et personne ne se demanda qui avait pris quelle tasse. Exactement, dit Miss Marple. Le genre d'oubli qui semble naturel jusqu'à la mort de quelqu'un. Mais elle prétend ne pas avoir eu l'intention de donner du sucre à Rosalind. Elle prétend ne pas s'en souvenir. Mais je crois que oui. La vraie question est de savoir si elle voulait en donner à Rosalind ou si quelqu'un d'autre l'a poussée à le faire. Rowntree se pencha en arrière, les bras croisés. Alors vous ne pensez pas que Lavinia Crampton l'a fait? Je n'ai pas dit ça, répondit doucement Miss Marple. Je pense que Lavinia cache quelque chose, mais pas nécessairement un meurtre. Il y a une autre possibilité. Elle regarda de nouveau vers la fenêtre, là où la pluie avait enfin cessé. Quelqu'un d'autre savait peut-être que Rosalind ne prenait jamais de sucre, ce qui signifie qu'il savait aussi que si elle en prenait, ce serait un acte délibéré et inhabituel. Il pouvait compter sur cela pour attirer l'attention. Rowntree plissa les yeux. Une fausse piste. Miss Marple esquissa un petit sourire. Un sourire malin. Il y eut un silence. Puis Rowntree dit, et les lettres que Rosalind aurait reçues? Aucune trace. Peut-être les a-t-elle brûlées. Ou peut-être que quelqu'un les avait fait sortir du cottage après sa mort. Elle vivait seule. Il aurait été facile de s'y glisser. Mais le plus important, inspecteur, est la question que personne n'a encore posée. Et quelle est-elle? La voix de Miss Marple était basse. Pourquoi Rosalind était-elle venue au déjeuner? Elle assistait rarement aux réceptions. Elle n'avait aucune affection pour Lavinia. Alors pourquoi accepter l'invitation si elle n'avait pas quelque chose à dire ou à révéler? Le visage de Rowntree s'assombrit. Vous pensez qu'elle est venue pour affronter quelqu'un? Je pense qu'elle en avait peut-être l'intention. Mais quelqu'un l'en a empêché. Dehors, les nuages commencèrent à se dissiper et une faible bande de ciel bleu pâle apparut au-dessus de nos têtes. À l'intérieur, le silence régnait. La vérité, Miss Marple le savait, était proche. Non pas dans la porcelaine dépareillée ou le sucrier, mais dans le mobile. Dans la danse silencieuse des interactions humaines, la culpabilité, la peur et le désespoir se cachaient derrière le rituel du thé. Le premier suspect n'était pas toujours le bon, mais c'était souvent celui qui était le plus proche du crime. Et quelqu'un, soupçonné à la présent, était tout proche. La pluie avait laissé derrière elle cette fraîcheur villageoise particulière, pierre mouillée, terre humide et le léger parfum de lavande secoué par l'orage. L'air était devenu plus lourd, non pas d'humidité, mais d'impatience. Les conversations étaient plus courtes, les regards plus fréquents, et les portes, autrefois entr'ouvertes, étaient désormais discrètement fermées. Le village de Manchester, si habitué à la civilité, se replie sur lui-même. Le déjeuner de la veuve était passé de tragédie à scandale, et le scandale était quelque chose que Manchester ne laissait jamais passer inaperçu. Au centre de ce cercle qui se resserrait se tenait Miss Marple, toujours aussi discrète dans son cardigan gris tourterelle et ses chaussures confortables. Elle avançait doucement à travers les ruelles et les haies, semblant faire des visites mondaines, déposant ici un pot de confiture de prunes, là pour s'enquérir de rhumatisme. Mais en réalité, ses pas étaient réfléchis. Elle suivait des fils. Et l'un d'eux la mena au portail bas en pierre du cottage de Madame Sylvia Harkwell. Madame Harkwell, connue autant pour ses chapeaux brodés que pour sa tendance à parler la première et à le regretter ensuite, ouvrit la porte avec un sourire embarrassé. « Oh, Miss Marple, entrez. Je viens de préparer de l'eau d'orge, mais j'imagine que vous préférez quelque chose de plus fort avec tout ce désagrément. » Miss Marple déclina le rafraîchissement d'un signe de tête aimable. « Je ne resterai pas longtemps, Sylvia. Je voulais juste vous poser une question sur un point que vous avez mentionné au déjeuner. » Madame Harkwell cligna des yeux. « Le déjeuner? Mon Dieu, on dirait déjà que c'était il y a une éternité. Tu as dit que Rosalind se comportait bizarrement. Elle s'éloignait du cercle de couture. Elle semblait nerveuse. »« Oh oui, oui, dit vivement Madame Harkwell en faisant entrer Mademoiselle Marple dans le salon. Quel changement chez elle. Remarquez, elle n'a jamais été une femme chaleureuse. Elle avait toujours l'air de porter un secret trop lourd à poser.
Tu crois qu'elle portait un secret? Madame Harquail hésita, se mordant la lèvre inférieure. Eh bien, on parlait. De quoi? On l'a vu se disputer avec quelqu'un, un homme. Pas de Manchester. Grand, Taylor Mollet. Je me tenais devant le portail de l'église un mardi matin, il y a seulement 2 semaines. Elle avait l'air effrayée. J'ai pensé qu'il était peut-être un agent de recouvrement. Elle avait pris du retard dans l'entretien de sa maison. Vous savez, il y avait de la mousse qui poussait sur les avant-toits. L'a-t-elle jamais mentionné par son nom? Non. Mais après ce jour-là, elle avait l'air carrément hantée. Miss Marple hocha la tête, remercia poliment son hôtesse et retourna dans la ruelle, ses pensées s'imbriquant comme les délicats rouages d'une horloge. Cet inconnu avait été mentionné 2 fois. Une fois par Madame Harquail, et plus tôt par le jeune Martin Jennings, qui avait vu Lavinia Crampton parler à un homme portant le même nom près de l'apothicaire. Ce n'était pas une coïncidence. Il y avait un lien lorsqu'une personne de Manchester recevait la visite d'étrangers. Quelqu'un dont les secrets le rattrapaient. Elle passa près du bureau de poste, où Miss Elspeth Ridge, toujours curieuse, tenait à la fois le guichet et le réseau d'information informel du village. La sonnette tinta au-dessus de la porte lorsqu'elle entra. Elspeth dit doucement Miss Marple, « Je me demande si je peux poser une question au sujet des livraisons. » Elspeth, qui adorait les questions, se pencha. « Allez, ma chère, y a-t-il eu des livraisons spéciales à Oren-Land ces dernières semaines? Ou peut-être des articles postés par Rosalind Parker qui auraient pu paraître inhabituels? » Elspeth haussa les sourcils. « Enfin, en fait, oui. Elle avait envoyé une lettre recommandée, 3 jours seulement avant le déjeuner. Bien fermée, elle demandait confirmation de sa remise en main propre. Connaissez-vous le destinataire? Moi, je la connais. Elle était adressée à un certain Léonard Grillet, à Weymouth, cabinet d'avocat. Une petite surprise, car d'habitude, elle n'envoyait que des cartes d'anniversaire à sa nièce à Dorking. La lettre était-elle partie? Oh, elle l'était. Et elle était signée. J'ai vérifié hier. Le pouls de Miss Marple s'accéléra. Une lettre recommandée à un avocat, quelques jours avant la mort de Rosalind. Était-ce sa dernière tentative pour révéler quelque chose au grand jour? Un testament? Des aveux? Ou peut-être une accusation? Elle remercia Elspeth et s'avança de nouveau sous le soleil humide, serrant son châle plus fort autour de ses épaules. Son prochain appel ne serait pas si facile. Mais il était temps. En fin d'après-midi, Miss Marple se tenait de nouveau devant la grange, demandant cette fois un entretien privé avec Lavinia Crampton. Lavinia la conduisit dans le petit salon, rangé à la limite de la stérilité. Pas un coussin de travers, pas un rideau tiré de travers. « Je suppose que c'est à propos de la police, » dit Lavinia en joignant les mains. « Ils ont clairement exprimé leurs soupçons. »« Pas tout à fait, » dit Miss Marple. « L'inspecteur Rowntree est minutieux, mais il cherche des mobiles au mauvais endroit. Voyez-vous, il pense que c'est une question d'argent. » Lavinia serra las dents. « Et vous? Non? Je pense que c'est une question de culpabilité. De nature plus personnelle. » Un silence s'installa entre elles. Miss Marple se pencha légèrement. « Rosalind savait quelque chose, n'est-ce pas? Quelque chose à propos de votre mari. » Lavinia détourna le regard. « Il a commis des erreurs. Il a été négligent. Il y a eu des prêts commerciaux accordés à des personnes qui n'auraient pas dû les recevoir. Il les a couverts avec des fonds empruntés. Rosalind l'a découvert lorsqu'elle a elle-même sollicité son aide. A-t-elle menacé de le dénoncer? Non. Elle avait pitié de lui. De moi, ce que je trouvais insupportable. Mais elle ne s'en est jamais servie contre nous. Alors pourquoi ce déjeuner? Je l'ai invitée à rattraper le peu de civilité qui lui restait. Je ne savais pas qu'elle avait l'intention de révéler quoi que ce soit jusqu'au matin de son arrivée. Elle avait cette expression dans les yeux. Qu'en penses-tu? Comme si elle avait enfin cessé d'avoir peur. Miss Marple resta silenciosa un long moment. Il y avait une lettre, dit-elle enfin, envoyée à un notaire de Weymouth. En connaissez-vous le contenu? Lavinia cligna des yeux. Non, mais je craignais qu'elle n'ait pris des mesures.
Elle avait un jour évoqué l'idée de mettre quelque chose par écrit. Elle avait dit s'il m'arrive quelque chose, quelqu'un devrait le savoir. J'ai trouvé cela mélodramatique. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Miss Marple hocha la tête. Lavinia, puis-je vous demander clairement si vous aviez l'intention de faire du mal à Rosalyn? Non, dit-elle avec férocité. Non. Mais je savais que quelqu'un d'autre le pourrait. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Qui? Miss Marple demanda, à peine plus aucun murmure. La voix de Lavinia vacilla. Mais la porte d'entrée claqua, les interrompant. Une voix résonna dans la maison. Madame Crampton? C'était Jenny, la femme de chambre. Elle entra dans la pièce, le visage pâle et les lèvres tremblantes. « Je suis désolée, dit-elle, les yeux écarquillés. Mais je ne peux plus me taire. Miss Marple S.C. level entertainment. Qui était-il, ma chère? Jenny regarda Lavinia avec une pointe de peur. Ce n'était pas Madame Parker qui était censée boire le thé empoisonné, dit-elle. C'était quelqu'un d'autre. Et je crois savoir qui avait échangé les tasses. Le temps s'arrêta un instant. Miss Marple prend doucement Jenny par le bras. Viens, assieds-toi avec moi, et raconte tout ce dont tu te souviens. Tandis qu'elles étaient assises ensemble, le feu crépitant faiblement derrière elles, un nouveau courant traversa la grange, une tension plus profonde, qui n'était plus vague ni spéculative. Le cercle se resserrait. Les secrets remontent à la surface, impossible à enfouir plus longtemps. Et quelque part, juste au-delà de la loi et des convenances, se trouvait la vérité. Une personne avait tué avec précision et soin. Une autre en savait trop. Et Miss Marple, avec son châle, son tricot et sa perspicacité discrète et infaillible, se rapprochait. Le lendemain matin, l'aube était anormalement chaude pour un vendredi de juin. La rosée n'avait pas encore brûlé l'herbe qu'une énergie frénétique commença à s'agiter à Milchester. Les cloches de l'église sonnèrent le quart d'heure avec une urgence inhabituelle, et même les corbeaux dans les cèdres du cimetière semblaient appeler avec plus d'insistance. À The Grange, en revanche, tout était calme. Jenny, la femme de chambre, était assise, les deux mains serrées autour d'une tasse de thé dans le petit salon du personnel. Ses yeux étaient rouges, mais sa voix était désormais assurée, tandis qu'elle racontait à l'inspecteur Rowntree et à Miss Marple les événements du déjeuner depuis son point de vue privilégié, discret, souvent invisible, mais révélateur à sa manière. C'était juste après le dessert, dit-elle, que Madame Crampton demanda si quelqu'un voulait du thé. Je suis allé chercher le pot sur le chariot, comme d'habitude, et je l'ai posé sur la table. Puis j'ai apporté le sucrier du buffet. Y avait-il une touche avant le déjeuner? Demanda Rowntree. Jenny secoua la tête. Non, monsieur. On le garde là presque tous les jours. Mais je me souviens de quelque chose d'étrange. Juste avant l'arrivée de tout le monde, je plissais les pinces en argent. Elles étaient légèrement ternies, et j'ai remarqué qu'un des morceaux de sucre avait une drôle d'allure, comme s'il n'était pas tout à fait assorti aux autres. Des bords plus tranchants. L'avez-vous mentionné? Je ne pense pas, a admis Jenny. Ils ont tous à peu près la même taille. J'ai supposé qu'il était juste coupé différemment. Miss Marple se pencha en avant. Vous avez dit que vous saviez quelque chose à propos de la tasse? Jenny hocha la tête. Une fois le thé servi, Madame Parker se leva et dit qu'elle emporterait la sienne dehors. Elle disait qu'elle avait besoin d'air. Je lui ai proposé de l'apporter, mais elle a insisté. Je l'ai regardé ramasser la tasse point Tasson avec la petite fissure point butin, c'est important. J'avais posé cette tasse à l'endroit où Madame Finkley était assise. Pas Madame Parker. Rowntree s'est redressé. Vous êtes sûr? Absolument. Madame Finkley avait pris sa place habituelle près des portes-fenêtres. Madame Parker était à côté de Madame Edgecombe, de l'autre côté. Mais juste avant que le thé ne soit servi, il y a eu du grabuge. Mademoiselle Webb a laissé tomber sa serviette, et dans la confusion, je crois qu'elles ont changé de chaise. Lorsque Madame Parker s'est levée, elle a ramassé la tasse destinée à Madame Finkley. Le silence s'est étendu à travers la pièce. Donc, la tasse empoisonnée, dit doucement Mademoiselle Marple,
était destiné à quelqu'un d'autre. Jenny était pâle. C'est ce que je crois. Je crois que celui qui a planifié cela voulait que Madame Finkley boive ce thé. Pas Madame Parker. Mon Dieu, murmura Miss Marple, presque pour elle-même. Cela change tout. L'esprit de l'inspecteur s'emballait déjà. Il faudra que nous parlions à nouveau à Madame Finkley. Découvrez ce qu'on aurait pu lui reprocher. Mais Miss Marple fronça doucement les sourcils. Il y a autre chose, inspecteur. Si vous vous souvenez, Madame Finkley était parmi les invités les plus bavardes. En larmes, certes, mais encline à la comédie. Pourtant, elle semblait étrangement calme après l'effondrement de Rosalind, et pas particulièrement secouée lorsqu'on lui annonça que c'était du poison. Rowntree hocha la tête. Vous pensez qu'elle se doutait que le thé lui était destiné? Je pense que c'était possible. Au pire, elle le savait. En milieu de matinée, Madame Finkley fut de nouveau convoquée à la salle de réunion de la sacristie, où elle arriva enveloppée dans son châle habituel, serrant contre elle un sac à main assez grand pour dissimuler une semaine de provisions. Elle n'offrit qu'un sourire pincé en s'asseyant en face de Rowntree et de Miss Marple. « Je ne vois pas ce que je peux ajouter, dentelle. J'ai dit tout ce que je savais. »« Peut-être, » dit Rowntree. « Mais nous avons découvert quelque chose qui pourrait vous inquiéter. La tasse de thé empoisonnée dans laquelle Rosalind avait bu n'était pas posée à sa place. On l'a placée chez vous. » Madame Finkley se figea. « C'est absurde, » dit-elle après une pause, mais sa voix avait perdu un peu de son arrogance. « Ce n'est pas absurde, » dit Rowntree. « La servante qui a mis la table le confirme. C'était vous la cible initiale, pas Rosalind Parker. » Le rouge monta aux joues de la femme. « Eh bien, je ne sais pas quoi dire. » Mademoiselle Marple l'observa avec douceur. « Qui pourrait avoir des raisons de vouloir votre mort, Madame Finkley? J'habite ce village depuis 32 ans, dit-elle sèchement, et je me suis toujours occupée de mes affaires. Pourtant, il n'y a pas longtemps, vous vous êtes disputé avec Rosalind dans le cimetière. Plusieurs personnes vous ont entendu. Elle m'a accusé de répandre des mensonges, dit Finkley sèchement. Elle a prétendu que j'avais parlé de l'accident de son mari, Bertie. J'ai simplement répété ce que les autres avaient dit. Qu'il était ivre lorsque le bateau a chaviré. Ce n'est pas vraiment de ma faute. Mais peut-être, dit Mademoiselle Marple, était-ce la vôtre. Il y eut un silence si épais qu'il sembla emplir la pièce. Que insinuez-vous? Demanda Finkley, la voix rauque. Miss Marple garde une voix douce. Que vous saviez quelque chose sur la mort de Bertie Parker. Quelque chose de très précis. Et Rosalind en avait finalement assez de vos insinuations. Elle comptait le dire. Publiquement. Finkley ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Vous aviez peur, poursuivit Miss Marple, qu'elle révèle quelque chose que vous aviez fait. Peut-être quelque chose auquel vous étiez mêlé il y a des années, quelque chose lié à cette journée au lac. Rowntree se pencha en avant. « Avez-vous empoisonné le morceau de sucre, Madame Finkley? »« Je ne l'ai pas fait, » dit-elle aussitôt. « Je vous jure que non. » Mais, like Miss Marple, son visage se décomposa. Je pensais qu'il m'était destiné. Après sa mort, j'ai cru que quelqu'un l'avait découvert, qu'il me le destinait plus tôt. Et je n'ai rien dit parce que vous craignez que cela soulève d'autres questions, termina Miss Marple à sa place. Et vous aviez raison. Mais maintenant, tu dois y répondre. Elle baissa la voix. Qu'est-il vraiment arrivé à Bertie Parker? Les larmes coulaient, rapides et silencieuses. Il y a eu une dispute. Des années auparavant, Rosalind avait découvert que Bertie avait pris de l'argent dans une caisse de club, la petite caisse de la Société des anciens combattants. Elle était venue me demander conseil. Mais j'ai tout dit à Bertie, pensant bêtement que cela l'effrayait. Et il a pris le bateau l'après-midi même, dit Miss Marple. Oui, incolere, ivre, imprudent. Et il s'est noyé. Rosalind ne m'a jamais pardonné. Mais elle n'en a jamais parlé à personne. Je vis dans cette ombre depuis. Rowntree griffonne des notes, mais Miss Marple reste silencieuse. C'était une vieille histoire de la mesquinerie prise pour de la protection, des erreurs passées sous silence jusqu'à ce qu'elles dégénèrent en quelque chose de bien pire. Mais une vérité demeurait. Si vous n'empoisonnez pas le thé,
dit enfin Rowntree. Alors quelqu'un d'autre le savait. Quelqu'un qui connaissait la disposition des tables. Ou du moins essayait de la contrôler. Les pensées de Miss Marple se tournèrent à nouveau vers le sucre. Vers le cube aux arêtes vives. Celui ajouté après une pause, alors que la pression sociale l'exigeait peut-être. Quelqu'un avait compté sur ce moment. Quelqu'un connaissant les coutumes du thé et ayant une raison de faire taire Rosalind Parker, même involontairement. Devant la sacristie, le vent agitait les haies, les inclinant vers la route telles des sentinelles silencieuses. Dans les maisons bien rangées et les jardins impeccables, les gens commençaient à deviner certaines choses avec une exactitude déconcertante, d'autres avec une précision déconcertante. Mais Miss Marple, rentrant chez elle cet après-midi-là, n'avait qu'un seul nom qui flottait doucement dans son esprit. Pas celui que le village soupçonnait. Pas le plus bruyant, ni le plus nerveux. Mais quelqu'un de plus discret. Quelqu'un de proche. Les pièces du puzzle commençaient à s'écrouler. Et si ces soupçons étaient fondés, le tueur avait commis une seule erreur. Une erreur très humaine. Le village de Milchester s'éveilla samedi matin dans un étrange silence d'anticipation. La place du marché, habituellement animée par les bavardages et le tintement des pièces de monnaie échangées, semblait étrangement silencieuse. Un léger brouillard s'échappait de la rivière, ondulant dans les rues comme le souffle d'une créature imposante s'arrêtant au milieu d'une phrase. Le déjeuner de la veuve flottait encore dans l'air comme un timbre de cloche qui refusait de s'éteindre. Dans son salon, Miss Marple déposa sa broderie et se leva. Elle resta un instant à la fenêtre, observant la lente arrivée du jour. Tout était en place maintenant, sauf une ultime confirmation. Cela viendrait aujourd'hui. Elle avait pris des dispositions. Discrètement, comme toujours. Rien de pressant, rien d'alarmant. Simplement une invitation polie, envoyée de main à la personne qu'elle croyait désormais coupable du meurtre. À 11 heures précises, le portail du cottage de Miss Marple s'ouvrit en grinçant. Une silhouette s'approcha de la porte, s'arrêtant un instant avant que la cloche ne sonne d'un joyeux tintement. Miss Marple répondit elle-même. « Ah, dit-elle avec son doux sourire habituel. Entrez, je vous prie. Je pensais que nous pourrions discuter tranquillement. » Il y a des scones frais qui refroidissent sur le fil. Son invité hésitait. Est-ce à cause de la situation? On pourrait dire que c'est une question de thé, dit Miss Marple en les faisant entrer. On en revient toujours au thé, n'est-ce pas? Ils étaient assis l'un en face de l'autre dans le salon, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux de dentelle. Miss Marple versait à la théière, ses gestes gracieux et expérimentés. Un morceau ou deux? Demanda-t-elle, le regard bienveillant et curieux. Son invité hésita un instant, mais ce fut suffisant. Aucun, merci. Je n'aime pas le sucre. Vraiment? Demanda Miss Marple, feignant une légère surprise. C'est logique. Tant de gens en ajoutent par habitude. Pourtant, je dis toujours qu'on en apprend plus sur quelqu'un par la façon dont il boit son thé que par toute autre chose. L'invité lui offrit un sourire poli, mais ses mains serrées autour de la tasse étaient raides. Miss Marple but une gorgée. J'ai pensé, vous savez, à Rosalind Parker. Et aux habitudes. Elle ne prenait pas de sucre non plus. C'est pourquoi j'ai été si étrangement surprise lorsqu'elle a ajouté un morceau pendant le déjeuner. Son invité ne dit rien. Et la tasse dans laquelle elle but ne lui était pas destinée, n'est-ce pas? C'est ce qui la rend si curieuse. Un morceau de sucre empoisonné dans une tasse dépareillée, placé avec précision, comme pour la marquer. Mais le destin s'en est mêlé. Un moment de maladresse, un changement de place, et la mauvaise femme est morte. L'invité bougea légèrement sur la chaise. Juste un léger tressaillement des épaules. Mais Miss Marple le remarqua. Et pourtant, poursuit-elle, la personne qui avait ajouté le morceau de sucre devait connaître la disposition des places. Ou du moins le croire. Cela signifie que ce n'était pas un acte spontané. C'était planifié. Methodicement. Comme la préparation d'une pièce de théâtre avec des rôles assignés. Les invités s'éclaircirent la gorge. Cela semble terriblement compliqué. Miss Marple. Ça l'était, reconnut-elle. Et le plus tragique, c'est que cela n'aurait pas dû arriver.
Rosalind Parker s'apprêtait à agir en justice. Elle avait envoyé une lettre à un avocat. Elle avait l'intention de révéler quelque chose, mais par les voies légales. Elle n'allait pas faire de scène. Sa voix s'adoucit. Mais quelqu'un paniquait. Quelqu'un pensa qu'elle allait parler au déjeuner, ou peut-être crut que la lettre recommandée les avait déjà dénoncés. Un long silence suivit. Puis Miss Marple ajouta: « Vous étiez au courant de cette lettre, n'est-ce pas ?» Son invité leva les yeux, le visage crispé. « Je l'ai vue entrer dans le bureau de poste, » dit-on enfin à voix basse. Elle semblait déterminée. J'ai interrogé Elspeth Ridge plus tard. Elle m'a dit à qui elle était adressée. Alors vous avez supposé que Rosalind allait vous ruiner. Elle a dit qu'elle gâcherait tout. Miss Marple laissa loose silence as eternizer. Je ne pouvais pas laisser faire ça, dit l'invité, les yeux écarquillés par un vieux chagrin. Pas après tout ce que j'avais gagné. Ce n'était même pas une question d'argent. C'était ce qu'elle aurait pu découvrir. Ma famille, Miss Marple. Vous ne comprenez pas ce qu'un tel scandale aurait pu signifier. Je comprends, dit Miss Marple doucement. On craint bien plus la honte que la culpabilité. L'aveu ne fut pas bruyant. Il n'y eut ni pleurs ni cris. Il est discret, presque embarrassant. Je ne voulais pas la tuer, murmura l'invité. C'était Finkley. Elle me faisait chanter, menaçant de tout révéler à Rosalind sur mon passé, sur les dettes. Rosalind était prudente, mais Finkley était vindicative. Je l'avais avertie d'arrêter. J'ai même essayé de la payer. Et quand ça n'a pas marché, je savais que Finkley prenait toujours du thé. 2 sucres, réglés comme une horloge. Rosalind, non. Alors j'ai choisi la tasse et j'y ai ajouté le sucre. C'était censé paraître accidentel. Indetectable, qui vérifie les morceaux de sucre. Mais les chaises ont bougé. Miss Marple a lentement hoché la tête. Et Rosalind a bu du thé à la place. J'étais horrifié, dit l'invité. Vraiment, je n'ai jamais voulu dire je te crois, l'interrompit doucement Miss Marple. Mais l'intention n'efface pas l'acte. Elles restèrent toutes les deux assises en silence un long moment. Finalement, Miss Marple se leva. Elle n'éleva pas la voix. Elle ne pointa pas un doigt accusateur. Elle ouvrit simplement la porte d'entrée. L'inspecteur Rowntree attendait à la porte. L'invité leva brusquement les yeux, puis baissa la tête. Bien sûr. Tandis qu'il traversait le soleil matinal, Miss Marple resta sur le seuil, les mains jointes à la taille. Ni jubilation, ni satisfaction. Seul le poids silencieux de la vérité s'imposait enfin. 10 minutes plus tard, Rowntree rentre. Il avait l'air épuisé, mais soulagé. Voilà qui était fait. Miss Marple hocha la tête. Ils n'avaient jamais été cruels, mais ils étaient désespérés et assez intelligents pour utiliser à leur avantage leur compréhension des rituels sociaux. La tasse de thé, le sucre, le coin tranquille. Si Rosalind n'avait pas changé de place, nous ne l'aurions peut-être jamais su. Ce n'était pas la bonne victime, dit Rowntree, mais elle a laissé une trace, ajouta Miss Marple. Une lettre, une tasse dépareillée, et un petit choix, peu naturel, dans le mélange du thé. Il la regarda avec une admiration sincère. Comment avez-vous su que c'était eux? Je ne le savais pas au début, mais je m'en suis douté en voyant leur réaction à la question du sucre. Et quand Jenny nous a dit que la tasse avait été déplacée, j'ai compris que le tueur n'était pas seulement opportuniste. Il avait visé, avec précision. Rowntree secoua la tête. Tout se joue toujours entre les gens, n'est-ce pas? Miss Marple esquissa un doux sourire. C'est toujours le cas. La nouvelle se répandit à Manchester comme le premier coup de tonnerre avant l'orage inattendu, palpitant et absolument irrésistible. Le dimanche matin, les rumeurs s'étaient propagées de banc en banc avant même le début du deuxième cantique. Madame Lavinia Crampton n'avait pas été arrêtée, comme beaucoup le craignaient ou l'espéraient secrètement, mais on disait qu'elle s'était effondrée d'épuisement nerveux et avait été alitée. Madame Finkley fut vue en pleurs sur les marches du presbytère, même si certains jurent que c'était théâtral. Et Jenny, la servante, était maintenant surnommée la pauvre fille au regard perçant, même par ceux qui ne l'avaient jamais remarquée auparavant.
Mais c'est l'identité du meurtrier qui fit véritablement des vagues dans le village, comme une pierre jetée dans une eau calme. Mademoiselle Georgina Webb, cousine de Lavinia Crampton. Silencieuse, sourde d'une oreille et presque invisible pour la plupart des villageois, Georgina avait assisté au déjeuner de la veuve, assise à côté de mademoiselle Marple, apparemment uniquement préoccupée par sa tarte et son châle. Elle était connue pour ses oublis, sa voix douce et son état de distraction quasi permanent. Personne, même les plus débordants d'imagination, n'aurait soupçonné mademoiselle Webb. Et c'était précisément là, comme mademoiselle Marple l'expliqua calmement à l'inspecteur Rowntree après la confession, le but. Elles s'assirent de nouveau dans le salon de mademoiselle Marple, la tempête d'émotions passée, et il ne restait plus que la pluie de détails. Goutte à goutte, elle jouait magnifiquement son rôle, dit mademoiselle Marple en versant du thé dans une délicate tasse en porcelaine. Impuissante, vague, bienveillante. Mais derrière tout cela, elle observait, elle écoutait. Et elle se souvenait. Rowntree prend la tasse en soupirant. Vous aviez raison, bien sûr. Je n'y ai pas prêté attention. La plupart ne le pensaient pas. Exactement, dit Miss Marple. L'invisibilité est une vertu puissante. Et Georgina Webb l'avait utilisée à bon escient pendant des années, je suppose. Elle prétendait que c'était pour protéger Lavinia, dit Rowntree. Qu'elle craignait que Madame Finkley ne révèle les malversations du défunt mari de Lavinia. Que la vérité détruirait la réputation de Lavinia, et elle ne pouvait le supporter. Miss Marple hocha lentement la tête. Oui, et je la crois. Mais même ainsi, ce n'est pas toute la vérité. Rowntree leva les yeux brusquement. Non, elle nous a dit qu'elle avait l'intention de tuer Madame Finkley. Mais je crois qu'elle craignait aussi Rosalind Parker, peut-être plus que Finkley. Rosalind, après tout, avait des preuves. Elle avait envoyé une lettre. Elle avait vu les registres. Georgina, bien que silencieuse, n'était pas dupe. Elle savait qu'un scandale se préparait. Rowntree se renversa en arrière, le visage las. Alors elle enduisit un morceau de sucre de digitaline. Oui, dit Miss Marple. Et elle le déposa, très soigneusement, dans la seule tasse qui, elle le savait, irait à Madame Finkley. Georgina elle-même était venue à la grange la veille pour aider à mettre la table. C'est elle qui alla chercher les tasses sur le buffet. Jenny astiquait les pinces, tandis que Georgina plaçait les tasses. Mais elle n'avait pas prévu la confusion, dit Rowntree en fronçant les sourcils. Kay Rosalind changed the place. Non, dit Miss Marple. Et quand Rosalind mourut à sa place, Georgina dut paniquer. Mais elle ne pouvait pas avouer, car cela l'aurait non seulement impliquée, mais aurait aussi ruiné Lavinia. Elle avait essayé de sauver la réputation de sa cousine en tuant quelqu'un, marmonna Rowntree. Seulement pour risquer de la détruire de toute façon. On n'agit pas toujours selon la logique, répondit doucement Miss Marple. Surtout lorsqu'il s'agit de protéger quelqu'un qu'on aime. Georgina Webb avait probablement passé sa vie à être écartée, mise de côté. Mais cela ne signifiait pas qu'elle manquait de pouvoir. Et ses aveux? Demanda Rowntree. Elle a donné, dit Miss Marple, mais seulement après avoir constaté que je l'avais vue. Rowntree inclina la tête. Quand? À la toute fin, dit Miss Marple. Quand je lui ai proposé du thé, elle m'a demandé comment elle l'avait pris. Elle a dit sans sucre. Mais son regard s'est posé sur le sucrier. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. La culpabilité, voyez-vous, ne se révèle pas dans les paroles, mais dans le silence. Dans les intervalles. Rowntree restait silencieux un instant. Puis il but une gorgée de son thé. Elle sera inculpée, dit-il enfin. Mais vu son âge et son état, j'imagine que le juge sera indulgent. Miss Marple hocha la tête une fois. La miséricorde va souvent de pair avec la justice. Deus la pluie recommenca. Deus, régulière, purificatrice. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple traversa lentement le village, les nuages s'éclaircissent pour laisser passer de légers rayons de soleil à travers les haies. Elle passa devant l'épicerie, où ma belle Crouche lui faisait signe de la main derrière les pommes, et devant le bureau de poste,
où Elspeth Ridge fit mine de ne pas regarder Miss Marple passer. Des enfants jouaient de nouveau près du pré, leur rire annonçant un retour à la normale bienvenue. Le monde avait recommencé à tourner comme d'habitude, même après une tragédie. Au cimetière, Miss Marple s'arrêta près du muret de pierre et contempla les rangées ordonnées de pierres tombales. Le nom de Rosalind Parker les rejoindra bientôt. Et avec lui, l'histoire silencieuse d'une femme qui avait tenté de réparer un tort, mais qui n'en avait jamais eu l'occasion. Une voix interrompit ses pensées. « Tu avais raison depuis le début, n'est-ce pas? » C'était Lavinia Crampton. Elle se tenait au bord du chemin, enveloppée dans un manteau bleu foncé, le visage pâle mais posé. « J'ai simplement écouté, » répondit Miss Marple. « Et j'ai observé. » Lavinia s'approcha lentement. « Georgina pensait me protéger, mais je ne le lui ai jamais demandé. »« Non, » dit Miss Marple doucement. « Mais peut-être se sentait-elle redevable envers toi. Ou peut-être craignait-elle de te perdre, plus que tout. » Lavinia baissa les yeux sur ses mains gantées. « C'est étrange, n'est-ce pas? La façon dont les gens essaient de se protéger les uns les autres ne fait qu'empirer les choses. »« Ça arrive, » dit Miss Marple, « bien plus souvent qu'on ne l'admet. » Il y eut un long silence. Puis Lavinia dit « Merci, Miss Marple, d'avoir vu clair quand je n'y arrivais pas. » Miss Marple lui offrit un petit sourire bienveillant. Parfois, il est plus facile de voir clair quand on n'est pas au milieu de la tempête. Tandis que Lavinia se retournait pour partir, Miss Marple resta un moment de plus, son regard errant une fois de plus sur le cimetière. La tempête est passée, mais ses échos persistaient. Rosalind Parker était partie. Georgina Webb quitterait bientôt le village dans une voiture de police. Et la vie à Manchester reprendra peu à peu son rythme confortable de thé de l'après-midi, d'exposition de jardin et de répétition de chorale. Mais quelque chose avait changé, discrètement. La confiance avait été rompue. Et tandis que les villageois reprennent leurs habitudes, ils le font en jetant des coups d'œil plus attentifs par-dessus leur épaule et en réfléchissant à 2 fois avant de distribuer du sucre. Miss Marple rentra chez elle tandis que le soir tombait sur les toits. Elle alluma une lampe, tira les rideaux et se remit à tricoter. Dans la lueur vacillante de la lampe, ses aiguilles avançaient avec régularité. Sans hâte, précise, tel l'esprit qui avait résolu un meurtre non pas grâce à des empreintes digitales ou des pas, mais grâce à sa mémoire, ses bonnes manières et son observation calme et inébranlable de la nature humaine. Une semaine s'était écoulée depuis le déjeuner des veuves, et Milchester tentait déjà de se réfugier dans la normalité, tel un manteau préféré sorti du fond de la maison, point placard usé, familier, mais désormais légèrement déplacé. Bien que le soleil fût revenu et que les roses s'épanouissent avec défiance sur les murs de pierre et les clôtures du jardin, un non-dit persistait dans l'air. Dans un village comme Milchester, où les gens se targuaient d'harmonie, d'ordre et de bonne manière, la découverte d'un meurtre surtout commis si discrètement et si délibérément laissait une trace difficile à dissimuler. Mardi matin, le conseil paroissial se réunit comme prévu dans la salle paroissiale, bien que l'atmosphère soit feutrée et les minutes un peu plus courtes que d'habitude. Le comité de la fête de la Saint-Jean débattit des guirlandes et des tables à tréteaux avec un manque d'enthousiasme surprenant. Mais Madame Edgecombe, qui avait habituellement des opinions tranchées sur la question de savoir si le stand de confiture devait être placé à gauche ou à droite de la tente fleurie, resta inhabituellement silencieuse. À la boulangerie, les pains étaient achetés avec de brefs hochements de tête et moins de civilité. Chez le primeur, les clients parlaient à voix basse. Le nom de Mademoiselle Georgina Webb fut murmuré avec précaution, comme si le prononcer à voix haute pouvait ramener sa frêle silhouette dans les ruelles du village. Son départ, sous escorte, avait été silencieux, discret et d'une simplicité déchirante. Pas de menottes, pas d'histoire, juste une valise usée, un vieux manteau drapé sur ses épaules et un dernier regard vers le village qu'elle avait connu toute sa vie. Certains la plaignaient, d'autres la condamnent. Mais presque tout le monde se sentait perturbé par elle. C'était, songea Mademoiselle Marple, la nature même d'un tel crime.
Un crime qui ne résultait ni de la rage ni de la cupidité, mais d'un dévouement juste assez déformé pour projeter une ombre considérable. Le mercredi, elle reçoit une lettre. Elle arriva dans une enveloppe crème pâle, écrite d'une écriture soignée, presque guindée. L'adresse de retour était une maison de retraite du Sussex. À l'intérieur se trouvait un court mot: chère Miss Marple, je ne demande pas pardon. Je ne le mérite pas. Mais j'espère, dans votre sagesse, que vous croirez que j'ai agi par amour, non par malveillance. Dites à Lavinia que je suis désolé pour le fardeau que je lui ai laissé. Elle trouvera le reste dans mon journal caché derrière la pendule de la cheminée de The Grange. Bien à vous, Georgina Webb. Mademoiselle Marple plia le mot, le visage calme mais pensif. Plus tard dans l'après-midi, après avoir sonné, elle se dirigea vers The Grange. Lavinia ouvrit elle-même la porte. Elle paraissait plus mince, plus tirée. Mais elle portait son chagrin comme un voile, soigneusement arrangé, impeccablement épinglé. « Vous avez reçu quelque chose ?» dit Lavinia en s'écartant. « Oui, une lettre de Georgina. » Les deux femmes étaient assises dans le petit salon, son élégance tranquille maintenant teintée d'un autre calme. « Elle vous aimait, dit mademoiselle Marple. Plus que vous ne l'imaginez peut-être. » Lavinia baissa les yeux sur ses mains. Elle était toujours là. Je la considérais plus comme un meuble que comme un membre de la famille. N'est-ce pas affreux? Pas affreux. Humain, dit doucement Miss Marple. Elle a tué pour me protéger, murmura Lavinia. Et je ne l'ai même pas vue venir. Elle a été tuée parce qu'elle croyait que la révélation vous détruirait. Et elle-même. Cela n'excuse pas l'acte, mais l'explique. Lavinia eut un rire sec et sans humour. Qu'est-ce que Manchester, sinon un long exercice de dissimulation? Nous sourions, hochons la tête et gardons les secrets comme des héritages. Miss Marple inclina la tête. Nous portons tous quelque chose, Lavinia. Certains d'entre nous le portent simplement plus discrètement. Ils ont récupéré le journal ce soir-là, comme Georgina l'avait dit, caché derrière la pendule de la cheminée, enveloppé dans de vieilles dentelles. C'était un simple livre bleu marine, du genre qu'une institutrice aurait pu utiliser. Et dans ces pages se trouvait la vérité d'une vie vécue en marche. Georgina avait écrit sur son enfance, son dévouement pour sa cousine. Dès qu'elle avait découvert les erreurs comptables de M. Crampton, les prêts jamais remboursés, la ruine silencieuse de plus d'une famille du village, elle l'avait supplié d'arrêter. Il l'avait ignoré. Lavinia, inconsciente, avait loué sa générosité civique jusqu'au bout. Après sa mort, Georgina avait tenté de brûler les archives. Mais Rosalind Parker, toujours méticuleuse, les avait déjà copiées. Rosalind n'avait jamais menacé Georgina. Mais Georgina craignait la réaction en chaîne. Finkley avait menacé de dénoncer. Rosalind avait commencé à poser des questions. Georgina, épuisée, vieillissante et terrifiée à l'idée de voir son nom de famille terni, avait agi. Le journal se terminait par une simple phrase: « Je voulais seulement taire le passé, pas assassiner l'avenir. » Lorsque Miss Marple referma le livre, Lavinia resta assise, les yeux fermés, un long moment. « Je le garderai, dit-elle enfin, non pas pour le cacher, mais pour me souvenir d'elle, telle qu'elle était vraiment. » Miss Marple hocha la tête. Alors qu'elle se séparait, Miss Marple replongea dans le crépuscule parfumé à la lavande de Manchester. Les rues étaient redevenues calmes. Les cottages maintenaient leur lumière derrière les rideaux tirés. Le tintement d'une sonnette de vélo résonna faiblement dans Oren Lane, et le clocher de l'église se dressa immobile sur un ciel qui s'épaississait. Il y aura une autre fête de jardin l'année prochaine. Il y aurait des gâteaux de Savoie, des concours de fleurs, des querelles polies à propos de banderoles. Mais quelque chose avait légèrement changé au village. Un fil s'était détaché de la tapisserie impeccable de Manchester, et bien qu'il ait été recousu, le fil restait visible pour ceux qui regardaient attentivement. Miss Marple rentra chez elle et trouva une petite enveloppe glissée dans sa boîte aux lettres. Elle venait de Elspeth Ridge, la postière. Un nouveau commérage, sans doute. Mais à l'intérieur se trouvait une simple carte. Pas de mots.
Juste une coupure de journal. Un notaire de Weymouth confirme que la lettre d'un client décédé a permis de révéler une fraude au village. Miss Marple sourit faiblement et l'a mis de côté. Certaines vérités, semblait-il, refusaient de rester enfouies même après que justice ait été rendue. Elle retourna à son fauteuil et reprit son tricot. Dehors, les étoiles apparaissent, silencieuses et vigilantes au-dessus des toits. Et dans le calme de son salon, Miss Marple réfléchissait non pas à l'ingéniosité du crime, ni à la tragédie de son résultat, mais aux facettes fragiles et complexes de la nature humaine. Ce curieux équilibre entre bonnes intentions et choix craintifs, de loyauté, de fierté et des actes désespérés que l'on commet pour protéger ceux qu'on aime. Une fois de plus, elle songeait qu'en fin de compte, ce n'était pas le mal qui commettait les pires actes, mais la peur. Et tandis que la nuit s'installe autour du village de Manchester, Miss Marple, posée et pensive comme toujours, tricotait encore quelques rangs en silence, sachant que, tôt ou tard, quelqu'un trébuche à nouveau. Et elle serait prête,